Tout d'abord, bonjour. Je suis radiologue, je suis radiopédiatre plus particulièrement et je fais de l'anténatal. Donc, je vous parlerai essentiellement des urgences digestives pédiatriques et l'expérience de Robert Debré qui est assez riche. Alors, je parlerai de la pathologie aiguë non traumatique. Il faut savoir que l'imagerie ne doit surtout pas retarder le traitement qui est souvent chirurgical, dans les urgences chirurgicales. Les urgences digestives sont au deuxième ou troisième rang après les urgences respiratoires et traumatologiques, et 40% des échographies qu'on fait en radiologie pédiatrique concernent des urgences digestives. Alors, la place de l'échographie, c'est un examen que je pense que tout le monde vous l'a dit, c'est un examen qui est non invasif, avec un V. Bon. Ah oui, c'est la place. Alors, l'échographie n'est pas irradiant et correspond souvent au prolongement de la main du clinicien. Alors, comme vous êtes pour la plupart cliniciens, il ne faut surtout pas que cet examen remplace un bon examen clinique. Il va confirmer le diagnostic qui est suspecté aux urgences, en faire le bilan, ou alors orienter vers une pathologie qui n'avait pas été suspectée auparavant. Et souvent, alors comme on dit, en tant que radiologue, l'échographie ne s'interprète pas comme examen isolé, il doit s'intégrer dans une panoplie d'examens d'imagerie et il est souvent couplé à un abdomen sans préparation. Alors les tableaux cliniques, alors, il peut s'agir de douleurs abdominales, il peut s'agir de vomissements. Alors il faut toujours préciser, c'est très important en pédiatrie, si les vomissements sont alimentaires ou bilieux, on verra plus tard pourquoi. Il faudra éliminer, mais ça c'est le rôle du clinicien ou du chirurgien, éliminer les causes médicales, notamment les erreurs diététiques, les reflux gastro-œsophagiens qui ne sont pas du ressort de l'imagerie. Et tenir compte de plus en plus, surtout dans certains centres ici, parce qu'on a l'anté et le postnatal, du contexte périnatal et de l'imagerie anténatale. Il peut s'agir. Alors, la souris, elle est là. Donc ici, je vous montre une imagerie, je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer ça. Une coupe axiale d'un fœtus in utero. L'arrière est là, l'avant est là. Là, c'est la gauche, là, c'est la droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Voilà, c'est ce qu'on appelle l'image de double bulle. Ça, c'est un estomac, et d'autre côté, on a une structure liquidienne qui est dilatée, et on arrive très bien à mettre en évidence la communication entre ces deux images. C'est l'image de double bulle anténatale qu'on décrit aussi en postnatal. Alors, devant cette image, on évoque un obstacle duodénal, et notamment la trésie duodénale et rechercher la trisomie. Bon, là, c'est le cliché du même enfant en postnatal. Vous voyez que après 6 ou 7 heures de vie, son estomac est dilaté. On a l'équivalent de double bulle, mais aérique. Il peut s'agir, toujours dans les signes cliniques, d'une diarrhée ou d'une constipation, plus rarement d'une hémorragie digestive haute ou basse, plus ou moins associée à de la fièvre. Alors, matériel et techniques d'exploration, on utilise en pédiatrie des sondes sectorielles et linéaires. Les sondes sectorielles de 5 à 7 MHz pour tout l'abdomen, les sondes linéaires de 7 à 12 MHz essentiellement pour le tube digestif. Alors, le Doppler couleur énergie peut être utilisé, mais plus rarement en urgence, pour l'étude des masses abdominales, la vascularisation des parois digestives et pour visualiser certains vaisseaux. Il n'y a aucune préparation requise pour faire une échographie abdominale et le jeûne est exceptionnel. Alors, juste un petit truc en pédiatrie, toujours commencer par le pelvis. Pourquoi? Parce que dès que vous déshabillez un enfant, il fait pipi. Alors, si vous mettez la sonde en plus, il fait pipi tout de suite. Donc, commencez toujours par le pelvis et remontez ensuite sur l'abdomen. Et une échographie abdominale chez un enfant, alors je ne sais pas si vous faites de l'adulte, je suppose que oui. L'adulte, on demande écho-appétique, on fait que le foie. Chez les enfants, on regarde tout. L'abdomen n'est pas très grand, donc c'est un examen qui est rapide, mais qui peut rapporter gros. Notamment pour les diagnostics différentiels, on verra un petit peu plus tard. Tout d'abord, la sténose hypertrophique du pylore, la définition, c'est l'hypertrophie des fibres musculaires circulaires antro-pyloriques. La fréquence, elle est de 2 à 5 pour 1000 naissances, un peu plus de garçons que de filles. Alors, l'âge de survenue, en général, on dit 3 semaines de vie après un intervalle libre, mais il faut savoir que ça peut arriver assez tôt, entre 1 et 6 semaines de vie. Alors, l'étiologie de la sténose hypertrophique du pylore, elle est inconnue, alors elle serait multifactorielle. Il y a une prédisposition familiale, et il y a des familles qui font des sténoses du pylore sans qu'on sache pourquoi. Et l'hypersécrétion de gastrine et anomalie de l'innervation du pylore ont été incriminées dans la constitution de ces sténoses hypertrophiques du pylore.
Alors cliniquement, vous le savez, ce sont des vomissements lactés en jet postprandiaux avec un appétit conservé qui contraste avec une perte de poids de cet enfant. Alors souvent les cliniciens ont dit oui mais on palpe l'olive pylorique. Comme ici sur une très vieille photo que vous voyez ici, on voit très bien cet enfant avec une pseudomasse ici qui correspond à l'olive pylorique hypertrophiée. Alors exceptionnellement ces enfants arrivent à ce stade-là. Ils sont diagnostiqués quand même beaucoup plus tôt. Donc pour arriver à avoir la masse, l'enfant doit avoir maigri, déshydraté et qui évolue depuis plusieurs semaines. Donc il ne faut pas attendre de palper l'olive pylorique. Alors c'est une urgence qui est plus médicale que radiologique. D'accord ? Le plus important, c'est de rééquilibrer cet enfant. Vous ne trouverez jamais un chirurgien qui est là pour opérer une sténose du pylore comme ça en urgence ou dans la nuit. D'abord, on le perfuse, on attend qu'il aille mieux pour pouvoir il est réévalué le lendemain pour le programmer au bloc. Donc, quand vous demandez à un radiologue de faire une échographie à 1h du matin pour sténose du pylore, ne vous étonnez pas s'il vous dit non. Voilà. Alors, en échographie, donc on a dit qu'on utilisait une sonde de 7 à 12 MHz. Alors, il y a marqué agent si possible, mais ce n'est pas du tout obligatoire. On fait des coupes transversales. À quel endroit? Au niveau de l'épigastre. On se repère par rapport au foie gauche. Là, vous voyez une coupe transversale de l'épigastre. Vous voyez ici le foie gauche qui est bien visualisé. Il faut essayer de repérer la paroi antrale antérieure, la suivre. Et à ce moment-là, vous allez voir le pylore avec le bulbe ici. Alors, un pylore normal est très difficile à voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une paroi qui est fine et que sa longueur est très courte. Alors qu'un sténose hypertrophique du pylore, c'est tout l'inverse. Donc, il est plus facile de voir un pylore pathologique qu'un pylore normal. Donc ici, donc je vous remontre. Donc le pylore lui-même, alors il est virtuel en fait, c'est la jonction entre l'antre et le bulbe. Donc vous voyez que l'épaisseur est pratiquement la même entre l'antre et le pylore et que le défilé est quasiment inexistant. Alors on fait des coupes transversales le plus souvent. On peut utiliser, bien sûr, il faut changer un peu son orientation. On peut faire des coupes obliques ou sagittales en fonction de la réplétion de l'estomac. On verra un petit peu plus loin pourquoi. Il y a certains endroits qui permettent de remplir l'estomac pour dégager l'antre et mieux voir. Alors, on peut le faire. Alors, on peut faire l'examen. Comme l'enfant vient, on fait l'examen. Si on n'arrive pas à voir, on peut être amené à donner un petit biberon. Et dans ces cas-là, il ne suffit pas de donner un biberon, parce que si on donne un biberon, il va y avoir du lait si vous voulez, mais il va prendre de l'air aussi. Il va ingurgiter beaucoup d'air et l'air va se mettre en avant et ça va être pire encore. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Est-ce que vous le savez? On le met sur le côté en fait. Parce que comme la paroi antrale est très antérieure, on le met sur le côté et ça permet de ramener comme ici, si vous voyez, là c'est un estomac qui est quasiment plein. Hein. Vous voyez, on le met sur le côté, ce qui fait que le liquide va se mettre au niveau de l'antre et il va mouler le pylore qui sera mieux visualisé. Alors, quels sont les critères les critères échographiques pour parler de sténose hypertrophique du pylore? Il y a des critères morphologiques et des critères biométriques. Alors, les critères morphologiques sont beaucoup plus importants que les critères biométriques. Alors, les morphologiques, alors ça c'est une coupe qu'on faisait avant, quand on a commencé à faire les sténoses hypertrophiques du pylore dans les années 80, en coupe axiale, on décrivait cette olive pylorique avec au milieu la lumière, la muqueuse ici et surtout la musculeuse qui est très épaissie. Alors ce qu'on fait en fait, on essaye plutôt de dégager l'antre et le pylore et d'allonger ce pylore. Ça c'est typiquement une image de pylore, on la reverra un petit peu plus loin. Vous voyez que ce pylore est très allongé en fait, avec un muscle qui est épaissi. Et alors quand on parle d'un muscle épaissi, c'est subjectif, mais on a un repère, c'est de comparer par rapport au muscle de la paroi antrale. Si vous comparez les deux parois, vous voyez très bien sans mesurer qu'il y a une disparité d'épaisseur qui est flagrante ici. L'autre signe, c'est ce qu'on appelle le signe de l'épaulement. En fait, c'est tout simplement cette saillie du muscle dans la lumière antrale. Vous voyez très bien cette saillie du muscle qui est là. Alors, un autre signe qui est inconstant, c'est la stase gastrique et l'absence ou des passages très peu importants de passages antropyloriques. Alors, le fait qu'il y ait un passage de liquide à travers le pylore ne permet pas d'éliminer le diagnostic de sténose hypertrophique du pylore.
le pylore est rétréci, est allongé, mais ça ne veut pas dire qu'il est complètement fermé. Ça passe quand même, parce que sinon il serait mort depuis longtemps. Et surtout, un point important, c'est la fixité de l'image. Cette image ne disparaît pas, même pendant un quart d'heure d'examen. Alors, les critères biométriques, là, il y a une autre image de sténose du pylore, où on voit très bien donc cette paroi antrale qui est fine, le muscle qui est épaissi. Alors, l'écostructure du muscle, est-ce qu'il est important de la signaler? C'est pas du tout important. Alors, c'est très variable. Le muscle, il peut être hypoécogène, il peut être hyperécogène, il peut être hétérogène, avec un aspect un petit peu tigré. D'accord? Et quand on mesure ce muscle, on ne mesure que ça. Ce qui est au milieu correspond à la muqueuse, en fait. D'accord? Donc, les critères biométriques, c'est la longueur du pylore. Alors, soit on mesure au niveau du muscle lui-même, soit on mesure le défilé pylorique au niveau de la muqueuse. Alors, pour parler de sténose hypertrophique du pylore, la longueur doit être supérieure ou égale à 15 mm et l'épaisseur supérieure ou égale à 3 mm. Je ne parle que du muscle, hein. On ne mesure pas la muqueuse, je répète, parce que dans certaines copies d'examen, on parle de muqueuse. Alors, est-ce que l'échodoppler peut apporter un argument supplémentaire dans le diagnostic de sténose hypertrophique du pylore? Ça n'apporte aucun argument. Alors, il y a des études qui ont été faites parce qu'on aime bien faire de la recherche. Il paraît ils ont fait des échographies sur des sténoses hypertrophiques du pylore et ils ont retrouvé une hypervascularisation de la muqueuse et de la musculeuse. Alors, on ne sait pas quoi en faire, mais il faut savoir que ça peut donner une hypervascularisation, mais faire un Doppler n'apporte rien pour le diagnostic. Alors, quels sont les problèmes diagnostiques, justement? Savoir que quand l'enfant vient, soit il est à jeun, il a tout vomi, soit il a un estomac qui est rempli. Et cette réplétion gastrique va modifier donc la topographie et l'orientation du pylore. Quand l'estomac est plein, quand il y a une stase gastrique, l'estomac va se sagittaliser. D'où l'intérêt de faire des coupes non plus axiales, mais carrément sagittales. Il ne faut pas se contenter des coupes axiales sur l'épigastre en descendant au niveau de l'antre gastrique. Il faut savoir tourner en oblique et même en sagittal à la recherche de ce pylore qui va être alors dans ce cas-là très postérieur. Alors il existe des formes limites et il ne faut pas hésiter à faire des contrôles échographiques à 24 à 48 heures et notamment chez le prématuré, il faut savoir adapter les biométries et contrôler ces échographies. Et donc surtout on n'opère pas sur des mesures échographiques. Il existe des hypertrophies du pylore. Alors, il y a des équipes qui ont fait des échographies pyloriques à tous les nouveau-nés et on a retrouvé échographiquement de véritables sténoses hypertrophiques du pylore qui n'avaient aucune traduction clinique. Donc, on n'opère pas sur des arguments simplement échographiques, mais il faut bien sûr la clinique et l'échographie associée. Alors, en post-opératoire, si un enfant continue à vomir, est-ce qu'on refait l'échographie? Par exemple, il y a une sténose hypertrophique du pylore, l'enfant est opéré, 2 à 3 jours après, il continue à vomir. Est-ce qu'on refait l'échographie? Non, parce que le geste chirurgical n'intervient pas du tout sur le muscle lui-même, c'est une pylorotomie extramuqueuse. Donc si on refait l'échographie, on va retrouver exactement les mêmes images. Ce qui est important, c'est de voir si l'estomac se vidange ou pas. Alors c'est la seule indication en fait du TOGD. Alors le TOGD n'a aucune place dans le diagnostic de la sténose hypertrophique du pylore, mais la seule place qu'il a, c'est en post-opératoire, si l'enfant continue à vomir, c'est pour vérifier en fait si la vidange se fait de façon satisfaisante ou pas. D'accord? Et donc là, je vous montre un TOGD, un très vieux TOGD de l'époque de M. Hassan, de mon ancien patron, qui montre. Et là, c'est une véritable sténose hypertrophique du pylore, en fait, et c'est le négatif de l'échographie. Vous voyez ici le défilé pylorique, c'est le pylore qui est allongé. Là, ce qu'on voit, mais en noir, en fait, c'est le muscle qui est très épaissi. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure sur l'échographie, l'épaulement, vous voyez cette saillie du muscle dans la lumière antrale, et on ne fait pratiquement plus de TOGD dans le diagnostic de sténose du pylore. Des questions? Vous voulez poser des questions en même temps ou après le cours? Je ne sais pas, comme vous voulez. On continue? Alors, le volvulus du grêle et la malrotation intestinale, ça n'a rien à voir.
La malrotation intestinale, c'est une anomalie congénitale de rotation et d'accolement de l'intestin. Le volvulus sur malrotation, c'est la complication en fait de cette malrotation. C'est une occlusion haute par torsion et enroulement dans le sens horaire du grêle autour d'un mésentère commun qui est très très court. C'est une urgence. Pourquoi? C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de nécrose plus ou moins complète du grêle. Alors c'est la seule urgence pour laquelle vous pouvez faire déplacer un radiologue très facilement. Un enfant qui vomit vert, un tout petit qui vomit vert, est un volvulus sur malrotation jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Alors quelles sont les explorations? Un petit mot de l'embryologie. Donc lors de l'intégration de l'anse intestinale primitive, il y a une rotation de l'intestin qui va se faire. Et en fin de rotation, normalement, le cécum va se retrouver dans la fosse iliaque droite. Là, on voit mieux donc cette rotation de ce cécum. Il est là, il rote, il revient ici. Donc en position normale, l'angle de traite, l'angle duodéno-jéjunal se trouve à gauche du rachis. Le cécum ou la jonction iléosécale est dans la fosse iliaque droite. Si on trace une ligne entre les deux, on voit que la racine du mésentère est longue. Donc pas de risque de volvulus. Quand il n'y a pas de rotation du tout, comme ici, l'angle de traite n'est pas en place, il est à droite du rachis ou sur le rachis. L'angle iléosécal est dans la fosse iliaque gauche. Si on trace une ligne pour la racine du mésentère, cette racine est longue. Donc, pas de risque de volvulus, c'est la malrotation complète ou le mésentère commun. Le risque de volvulus arrive quand la malrotation est incomplète, c'est-à-dire quand le cécum tourne, mais qui s'arrête dans l'hypocondre droit. Alors, elle est où cette image ? Bon, on la voit pas très bien ici. C'est quand elle se retrouve en fait dans l'hypocondre droit, et si on trace une ligne, alors là voilà, le cécum a tourné, s'est arrêté dans l'hypocondre droit. Donc si on trace une ligne entre l'angle duodéno-jéjunal et la jonction iléosécale, ce mésentère est bref et court, donc risque de volvulus. Donc trois situations normales. Donc trois situations embryologiques. La rotation complète normale, l'absence de rotation ou mésentère commun complet, pas de risque de malrotation, le risque de malrotation et de volvulus est dans la malrotation incomplète. C'est pour ça que quand les cliniciens demandent un TOGD, vous verrez les radiopédiatres vous parleront toujours d'angle de traite en place ou pas. Parce qu'on fait du préventif, il faut savoir s'il y a une malrotation ou pas. Ces enfants étant un risque de volvulus. Mais après avoir vérifié où se trouve le cécum, bien sûr. S'il est dans la fosse iliaque gauche, on laisse l'enfant tranquille. Si le cécum est très haut situé avec un mésentère bref, le chirurgien l'opérera, mais sans urgence, bien entendu. Alors, l'épidémiologie, la fréquence est de 1 pour 500 naissances, toujours un petit peu plus de garçons que de filles. Le diagnostic dans 75 à 90% des cas, la première année de vie, mais la première semaine de vie, c'est quand même 25 à 40% des cas. Oui. Il y a des diagnostics qui sont faits. Alors, on ne les fait pas de façon préventive, on ne regarde pas où sont les vaisseaux du mésentère, mais on peut visualiser des volvulus sur malrotation. Et le signe d'appel, ce sont des anses digestifs qui sont soit dilatés, soit hyperéchogènes. Alors, si le volvulus s'est fait en anténatal assez précocement, il y a un risque en fait de nécrose et même d'atrésie du grêle. Mais de toute façon, on ne fera rien. Mais il faut savoir qu'en postnatal, cet enfant a des anses pathologiques, il faudra le suivre et le surveiller. Oui. Chaque fois qu'en posant une question, c'est bien de la reformuler pour que quand on écoute le cours, on puisse comprendre quelle était la question. D'accord. Merci. Alors, pour la clinique, on a dit que la malrotation est asymptomatique. Elle est donc asymptomatique, elle peut être découverte de façon fortuite. On fait une échographie ou un TOGD pour une autre raison et on trouve qu'il y a une malrotation. D'accord ? Et je répète encore, c'est là où il faut rechercher où se trouve le cécum. C'est très important. Mais ça, c'est au rôle du radiologue. Alors, soit cet enfant vient parce qu'il est suspect de volvulus aigu. Le plus souvent, c'est un nouveau-né ou un nourrisson qui vient parce qu'il vomit vert ou jaune avec des douleurs abdominales. Il peut avoir une distension gastrique, ce n'est pas toujours le cas. Et quelquefois, plus rarement, dans les cas graves, ils ont des rectorragies et de signes de choc. Donc ça, c'est l'urgence primordiale.
Il peut s'agir, mais beaucoup plus rarement, d'un volvulus chronique. Et là, il s'agira d'enfants beaucoup plus grands et même voire des adultes. Il faut savoir qu'il y a des adultes, vous, moi, on a peut-être une malrotation qui ne s'est pas compliquée, on ne le sait pas. D'accord. Et il faut savoir y penser chez des enfants qui sont un petit peu plus grands, qui ont des douleurs abdominales intermittentes et qui vomissent. Et ces vomissements vont soulager le patient. En fait, ils auront une malrotation et des volvulus chroniques, et ces volvulus ne sont pas très serrés, et le fait de vomir, ça va faire en fait décapoter le volvulus en lui-même. Et quelquefois, il peut venir pour une autre raison, ils ont des ascites chyleuses du fait du volvulus chronique. Il faut savoir y penser quand même, et réaliser non seulement une échographie, et faire un TOGD pour voir où se trouve l'angle de tresse, c'est rechercher des signes de volvulus. Et si vous les faites hors épisode aigu, vous ne verrez pas les signes de volvulus, mais vous verrez la malrotation. Alors, quels sont les examens à pratiquer devant une suspicion de volvulus ou de malrotation? C'est toujours l'échographie. L'échographie, alors toujours, sont des sondes des sectorielles, au besoin des sondes de haute fréquence. Alors, la position, alors où rechercher les vaisseaux du mésentère? Alors, se repérer par rapport au pancréas et à la veine splénique. Et à partir de là, descendre un petit peu pour retrouver l'artère mésentérique supérieure et la veine mésentérique supérieure. En position normale, ici, voilà, la souris, voilà, nous avons le rachis ici en coupe axiale, l'aorte, la veine cave inférieure, l'artère mésentérique supérieure que vous aurez vu sortir bien sûr de l'aorte, parce que là c'est une coupe qui est statique. Vous verrez l'artère mésentérique supérieure, et à un moment, vous allez voir une structure vasculaire. Alors quand vous descendez au niveau de la veine splénique, à un moment, vous allez retrouver cette veine mésentérique supérieure qui se trouve à droite de l'artère mésentérique supérieure à l'état normal. Quand il y a une malrotation, cette veine mésentérique, alors toujours l'aorte, l'artère mésentérique supérieure ici, la veine mésentérique supérieure est anormale, elle est à gauche du rachis. Dans un tiers, alors dans certains cas, la veine va se retrouver en avant de l'artère mésentérique supérieure. Et là, on est un petit peu coincé. Et dans un tiers des cas, c'est pathologique, mais ça peut être normal. Alors, on revient à la position des vaisseaux du mésentérique. Le fait de voir une veine qui n'est pas en place permet d'affirmer la malrotation. Mais le fait de voir une veine en position normale ou une veine en avant ne permet pas de l'éliminer de façon formelle. Donc ça, ce sont les signes échographiques de malrotation. Et après, il faudra rechercher les signes de complication qui sont le volvulus. Et là, quand vous avez repéré les vaisseaux du mésentère, il faut descendre un petit peu plus bas parce que le collet est un petit peu plus bas situé et rechercher les signes de volvulus. Le premier signe, avant de mettre la couleur, c'est... Alors, il ne faut pas sauter sur la couleur, ça ne sert à rien. Tous les nouveaux internes aiment la couleur, mais... Moi, je suis une ancienne, donc je préfère faire de la morphologie avant. Donc, quand on descend un petit peu plus bas, vous allez retrouver une pseudomasse mésentérique. Alors, certains radiologues qui ne font pas de pédiatrie prennent ça pour une invagination. Ce n'est pas du tout une invagination. Vous voyez très bien, c'est une structure qui est liquidienne. Au milieu, il y a une autre structure qui est liquidienne. En fait, c'est la veine mésentérique supérieure qui tourne avec la graisse du mésentère autour de l'artère mésentérique supérieure. Alors là, on voit un petit peu mieux les structures. L'aorte est là, la veine cave inférieure est là, l'artère mésentérique supérieure est là, et la veine qui n'est pas en place avec le mésentère qui tourne autour de l'artère mésentérique supérieure. Alors après, on mettra de la couleur et vous verrez le signe classique qui a été décrit par Prakros. C'est le Whirlpool sign, ou le signe du tourbillon. Vous allez voir donc l'artère mésentérique supérieure au milieu et les veines tournées dans le sens horaire des aiguilles d'une montre autour de l'artère mésentérique supérieure. Et ce signe est caractéristique et pathognomonique d'un volvulus sur malrotation, et cet examen suffit pour confier le patient au chirurgien pour qu'il l'opère. Alors là, j'avais mis une boucle et je ne sais pas. Alors des fois, elle passe et des fois, elle ne passe pas. Et là, elle ne passe pas. Non, parce que Oui, elle ne passe pas. Il faudrait que je revérifie. vous avez mis votre codec. Oui. Bon, Codec avec je vais essayer de... Oui, alors parce que là, j'avais une petite boucle qui permettait de bien voir la boucle en fait autour de l'artère mésentérique supérieure. Alors, quels sont les examens ariels? Là, j'ai parlé de l'échographie. Quand un enfant est suspect de volvulus sur malrotation ou qui a un vomissement, dans le premier examen à faire, on va faire un abdomen sans préparation et si possible debout. Quels sont les signes à rechercher sur un abdomen sans préparation? Je vous en parle quand même parce que c'est un DU d'écho, mais l'échographie s'intègre dans la radiologie, donc il faut un peu de standard. Moi, j'ai une question.
si à gauche, c'est son prochain malrotation, l'artère est à gauche. Si elle est devant, on ne sait pas. Donc, comment faire pour faire des visites? Parce que si dans un tiers des cas c'est pathologique, bah, il peut risque de faire un volvulus. Donc, comment il faut le repérer avant qu'il fasse le volvulus? Non, si on... Ah oui. Alors la question, est-ce que le siège des vaisseaux permet d'éliminer ou pas quelle est conduite à tenir après l'échographie? Alors généralement, systématiquement, quand on fait une écho, nous, même si l'enfant ne vomit pas, on regarde les vaisseaux s'ils sont en place ou pas. S'ils sont en place, on s'en inquiète pas, si vous voulez. Si la veine est en avant, là, on est amené à le signaler et à faire un transit après pour vérifier si l'angle de traite est en place ou pas. Mais si l'enfant vomit vert et que les vaisseaux sont en place, on fait quand même un TOGD. D'accord, on ne se contente pas, même s'il n'y a pas de signe de volvulus. Les signes positifs sont importants, mais les signes négatifs ne permettent pas d'éliminer le diagnostic. Donc, devant un enfant qui vomit vert, un abdomen sans préparation va être réalisé. Alors, exceptionnellement, on a des signes directs, mais quelquefois, on a des signes qui sont très évocateurs. Sur cet ASP, est-ce que vous avez une idée des images qu'on voit? Est-ce que vous le trouvez normal ou pas? Il est blanc, premièrement. Voilà, il est blanc, c'est-à-dire que c'est un abdomen qui est peu aéré. Deuxième signe, que pensez-vous de la poche à air gastrique? D'abord, la poche à air gastrique a l'air un petit peu trop large. Alors, souvent, nous, en tant que radiologue, parce que dans la sténose hypertrophique du pylore, je vous en avais pas parlé, quelquefois, on est amené à faire un abdomen sans préparation. Et on parle de stase gastrique ou pas. Alors, avant de parler de stase gastrique, on va toujours voir les parents et leur demander à quelle heure il a pris son biberon. S'il a pris son biberon, ça fait 20 minutes qu'il a une grosse poche à air gastrique, ce n'est pas une stase gastrique. S'il a pris son biberon 3 heures avant, on peut quand même parler de stase gastrique. Et là aussi, donc, il n'y a pas qu'une grosse poche à air gastrique, il y a une autre image, l'équivalent de la double bulle que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce niveau hydraulique. Chez un tout petit, on n'a pas le droit d'avoir une image de niveau hydraulique en pararachidien droit et haut situé comme ça au niveau de l'aire hépatique. Et là, ça signe un obstacle duodénal. Alors, pas obligatoirement un volvulus sur malrotation, ça pourrait être un diaphragme par exemple. Dans le diaphragme incomplet, on pourrait avoir ce signe-là aussi. Donc, c'est un obstacle. Un enfant qui vomit vert avec une double bulle comme ça, c'est un obstacle duodénal sous-vatérien, parce qu'il vomit vert. On peut avoir des diaphragmes sus-vatériens. C'est quand même beaucoup plus rare. Donc, si en échographie, on voit très mal ou qu'on ne sait pas faire les échographies, un radiologue adulte est obligé de faire un transit. Alors, le transit ne se fait pas comme tous les autres transits. On va essayer de rechercher où se trouve l'angle de traite et de rechercher des signes de volvulus. Alors, on donne beaucoup moins de produits de contraste que ça. Ça, c'est un très vieux TOGD parce qu'on n'en fait pratiquement plus ici à Robert Debré. Donc, on donne un petit peu de produit de contraste. On met le patient sur le dos. Alors, un angle de traite s'étudie sur un cliché, sur un patient qui est couché, pour les radiologues, si il y en a, sur le dos strictement de face. Sur un cliché de 3/4 ou de profil, on ne parlera pas d'angle de traite. Et sur un cliché couché, on va rechercher donc, je ne sais pas si je vous en ai mis un plus tard ou pas, plus loin, donc on va se rechercher, et on va normalement l'angle de traite se trouve à gauche du rachis. L'angle de traite, c'est la jonction entre le duodénum et la première anse jéjunale. S'il se trouve sur la rachis ou à droite, c'est qu'il y a une malrotation. Et à partir de là, on va mettre le patient sur le ventre en oblique antérieur droit pour bien dégager en fait le bulbe. Et là, ça c'est un petit qui est couché sur le ventre sur le côté droit. C'est ce que j'appelle l'oblique antérieur droit. Et on voit bien, on dégage bien le pylore, le bulbe, le premier duodénum, le deuxième. Alors la dilatation, souvent il ne faut pas s'attendre à de très grosses dilatations. Le duodénum est de petit calibre, mais on voit bien qu'il y a une disparité de calibre de ce duodénum et qu'on voit carrément ici, je ne sais pas si vous la voyez, moi je trouve ça très joli, il y a une spire de torsion. Donc il y a un rétrécissement, donc là c'est le collet en fait du volvulus et on a l'anse qui tourne autour de la racine du mésentère et qui continue ici au niveau de l'hypocondre droit, probablement. Donc il faut, alors et quelquefois la spire est tellement serrée qu'on ne voit pas de passage. Le fait qu'il y ait un rétrécissement permet tout de suite d'affirmer quand même qu'il y a un obstacle sur le duodénum. Et le TOGD reste l'examen de référence quand on ne sait pas faire l'échographie. Des questions à poser? On continue. L'invagination intestinale aiguë est une urgence pédiatrique également. Il s'agit d'un télescopage et de la pénétration d'une anse digestive dans son méso et dans l'intestin d'aval. C'est une urgence également diagnostique et thérapeutique parce que
comme pour l'invagination, il y a un risque de nécrose par striction des vaisseaux du mésentère dans le collet. Et donc, c'est une urgence thérapeutique et le radiologue va intervenir dans le diagnostic et dans la thérapeutique, bien entendu. Alors, les formes anatomiques et l'étiologie, la plus fréquente, à 90% des cas, c'est l'invagination iléocolique, la grélocolique ou iléo-iléale, et autour de 8% environ. La colocolique est exceptionnelle chez l'enfant, on la voit beaucoup plus fréquemment chez l'adulte, souvent sur une tumeur colique. Les invaginations idiopathiques, notamment sur adénolymphites mésentériques, sont très fréquentes. Elles sont de l'ordre de 90% environ. Les secondaires, beaucoup plus rares, ce sont essentiellement des invaginations iléo-iléales. Elles surviennent sur une pathologie malformative à type de duplication digestive, diverticule de Meckel, ou polype, ou acquise comme un purpura rhumatoïde, une tumeur comme un lymphome, et une forme d'invagination qui est moins connue, c'est la mucoviscidose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout trouble du péristaltisme intestinal peut induire une invagination intestinale, notamment les invaginations post-opératoires, et sur sonde gastro-jejunale, il faut savoir y penser. Alors l'épidémio, elle est de 1,5 à 4 pour 1000 enfants. Les formes idiopathiques, c'est entre 3 mois et 3 ans. Il faut penser aux formes secondaires chez les tout petits de moins de 3 mois et chez les enfants qui ont plus de 5 ans. Alors cliniquement, la triade classique, mais retrouvée dans moins de 50% des cas, c'est douleur abdominale paroxystique, rectorragie et masse abdominale. Il faut savoir qu'on n'a pas ces 3 signes associés. Les vomissements sont souvent associés, mais quand il y a des vomissements, il faut penser à des formes compliquées ou à des formes iléo-iléales et penser à certaines formes trompeuses, diarrhéiques, neurologiques ou occlusives. Alors, quel est l'examen réalisé devant une suspicion d'invagination? L'écho. Alors, le plus souvent, on fait un abdomen sans préparation quand même, parce que souvent, aux urgences, les enfants sont envoyés pour douleur abdominale. D'accord? On demande un ASP, plus ou moins échographie. Du moins, ici à Robert Debré, je ne sais pas si notre urgentiste est là, non, il est parti. On demande un abdomen sans préparation et on fait une échographie après. Alors, l'ASP a une fiabilité insuffisante, bien sûr, pour le diagnostic positif. Alors, est-ce qu'un abdomen sans préparation normal permet d'éliminer le diagnostic d'invagination? Alors, en théorie, non. Mais si on est radiologue, on va dire ancien, qu'on a de l'expérience, si sur un abdomen sans préparation, on a des matières fécales dans tout le cadre colique jusqu'au sécom, c'est un peu avec du grêle qui n'est pas distendu, on est pratiquement sûr que ce n'est pas une invagination. Si on a un deuxième cas, si on a des matières fécales avec un sécom qui est en place, on peut également éliminer une invagination. Mais il faut savoir qu'un sigmoïde qui est plein de matière fécale, qui peut se projeter dans la fosse iliaque droite et donner un faux aspect de granité sécale en place. Donc en théorie, ne permet pas d'éliminer une invagination, mais il y avait une étude ancienne qui avait été faite. Dans 25% des cas, un abdomen sans préparation normal, entre guillemets, permet d'éliminer ce diagnostic. Donc l'autre examen à faire, c'est une échographie, c'est l'examen de référence. On ne fait plus le lavement à visée diagnostique, mais c'est l'échographie. Alors toujours, on utilise les mêmes sondes, donc on ne regarde pas que le cas de colique, on regarde tout l'abdomen, parce qu'il y a le diagnostic différentiel qui peut intervenir ici également. Donc l'abdomen est exploré avec une sonde sectorielle, et la recherche du boudin se fera avec la sonde de haute fréquence. On balaye tout l'abdomen parce que le boudin peut se retrouver n'importe où dans l'abdomen. Donc classiquement, dans la fosse iliaque droite, dans l'hypochondre droit, il peut être dans le pelvis, il peut même être extériorisé par l'anus. Ici à Robert Debré, on nous a envoyé enfin un enfant pour tumeur de l'anus. En fait, la muqueuse colique était complètement extériorisée et le boudin était dans le rectum et extériorisé. Il avait une rectorragie associée, bien sûr. Donc, quels sont les signes échographiques? En coupe axiale, c'est l'image typique en cocarde, avec un diamètre qui est de 25 à 35 mm. On peut avoir classiquement 3 couches, mais on peut en avoir 5. Mais le chiffre des couches n'est pas important, il faut en avoir au moins 3, on va dire. Donc ici, la cocarde, c'est cette image-là. Au milieu, l'anse
intestinale invaginée. Ce qui est hyperéchogène, c'est la graisse mésentérique qui a été entraînée avec l'anse invaginée. Et en périphérie ici, c'est l'anse qui a reçu en fait cette invagination. C'est le côlon le plus souvent. Ça, c'est en coupe axiale, c'est l'image en cocarde. En longitudinale, on a l'impression que c'est un rein. Donc c'est l'image en pseudo-rein ou en Kidley pour les anglophones, ou l'image en sandwich avec les différentes couches intestinales. Quelquefois, on peut voir une petite structure ganglionnaire comme à l'intérieur de cette invagination. Quelquefois, il peut s'agir d'une autre structure. Je ne vous les ai pas mises parce que c'était récent. On peut avoir carrément une image de duplication dans cette invagination. Alors l'invagination iléo-iléale, elle est du diagnostic plus difficile parce que son diamètre est plus petit, elle peut se retrouver n'importe où dans l'abdomen. Elle est moins typique parce que non seulement son diamètre est plus petit, il y a peu de mésentère invaginé, vous ne verrez pas beaucoup de graisse dans cette invagination. Quelquefois, on a un croissant liquidien. Alors là, c'est une invagination, mais c'est une coupe longitudinale. Vous voyez donc une structure digestive à l'intérieur, une autre qui a reçu donc cette anse invaginée. Et alors si on mesure, là j'ai pas la mesure, elle était inférieure à 25 mm. Souvent on a une image de croissant liquidien qui est évocateur d'invagination iléale. C'est pas pathognomonique parce qu'on peut retrouver une image de croissant liquidien dans une invagination iléocolique et c'est un signe de souffrance pariétale en fait. Le plus souvent ces invaginations s'accompagnent d'un syndrome occlusif et les causes c'est le Meckel et la duplication essentiellement. Alors, le diagnostic différentiel de ces invaginations iléo-iléales, ce sont les invaginations transitoires. Il faut savoir que chez un enfant qui a une diarrhée ou qui a une trouble du transit, peut avoir une invagination iléo-iléale, mais qui est transitoire. Vous commencez l'examen, vous avez cette image, vous revenez un quart d'heure après dessus, elle n'y est plus, ou alors elle a changé de place. D'accord ? Ce sont des transitoires. On peut les signaler, ça angoisse un petit peu les urgentistes, mais il faut savoir faire la différence. Une invagination iléo-iléale secondaire est fixe, elle ne bouge pas. Et là, dans ce cas-là, je vous le dirai peut-être un petit peu plus loin, ça ne sert à rien de faire un lavement parce qu'on n'arrivera pas à une invagination iléo-iléale parce qu'elle est trop située. Alors, est-ce qu'on peut établir un pronostic de ces invaginations et parler de souffrance ischémique de la paroi digestive? Le fait qu'il n'y ait pas de péristaltisme est en faveur d'une souffrance pariétale. Plus il y a de couches dans cette image de cocarde, plus il y a une souffrance. La paroi qui est périphérique, plus elle est épaisse, plus elle est hypoéchogène, plus elle correspond à un œdème de la paroi et à une souffrance de cette paroi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir un croissant liquidien à la tête du boudin est un signe de souffrance également. Alors l'épanchement liquidien péritonéal est fréquemment retrouvé. C'est un signe de souffrance, mais ce n'est pas un signe de gravité. Bien sûr, si l'épanchement est très abondant, il faudra suspecter une invagination ancienne, donc une souffrance importante, et même peut-être une perforation. Le Doppler, est-ce qu'il a un rôle dans l'établissement d'un pronostic? L'interprétation est très difficile. On peut avoir soit une absence de vascularisation qui est un signe de souffrance, mais on peut avoir un signe d'hypervascularisation. Et cette hypervascularisation ne permettra pas de dire qu'il n'y a pas de souffrance pariétale, puisqu'une stase veineuse, tout simplement, du fait de l'invagination, peut donner cette hypervascularisation. Donc ne pas retenir, on n'est pas obligé de faire un écho-Doppler dans l'invagination. L'important, c'est de voir le boudin d'invagination, de quantifier l'épanchement péritonéal. Pourquoi de quantifier l'épanchement? Ça permettra de pouvoir dire si on peut faire le lavement ou pas. Le lavement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est thérapeutique. Et donc, comme tout à l'heure, alors j'avais dit, on fait un abdomen sans préparation dans l'invagination intestinale. Elle permet quelquefois d'éliminer le diagnostic, mais dans très peu de cas. Mais elle permet surtout de rechercher un syndrome occlusif, un pneumopéritoine et éventuellement une calcification pour une appendicite ou pour autre. Alors, l'abdomen sans préparation typique, j'en ai mis un qui est très beau parce que l'abdomen est peu aéré et surtout, il y a une matité du flanc droit, de la fosse iliaque droite. Le granité sécal qu'on décrit souvent en radiologie est absent et on a même une petite image ici d'empreinte sur le côlon transverse qui correspond au boudin d'invagination. Le lavement, on va passer assez rapidement. Donc, on le fait avec prémédication. On donne du Valium en intrarectal. Le produit de contraste va arriver, va donner cet aspect typique en pince de homard, en image de spire
à l'arrêt ici au niveau de l'hypogondre droit. Il correspond à la tête du boudin. Et on va essayer de pousser ce boudin, nous, jusqu'au niveau de la fosse iliaque droite. Et on ne parlera d'invagination que quand le grêle sera inondé après le lavement. Cet enfant ensuite sera surveillé 24 heures en chirurgie parce qu'il y a des risques de récidive. Des questions pour l'invagination? Pour la réalisation du lavement, donc la prémédication, c'est le radiologue qui Oui, quoi, j'insiste pas parce que c'est un DU d'écho. Donc, alors, ce qui est médico-légal, on appelle le chirurgien, on lui dit qu'il y a une invagination, on va faire un lavement, et il arrive ou il n'arrive pas, on l'attend. Donc, médico-légal, on est obligé de l'attendre en fait. Donc, on met du Valium en intrarectal. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pas pour calmer l'enfant, ça permet aux fibres musculaires lisses de se détendre et l'invagination et la désinvagination est beaucoup plus facile. Alors dans certains centres, ils font ce lavement sous anesthésie générale et ça marche beaucoup mieux. Alors nous ici à Robert Debré, les anesthésistes ne veulent pas tellement monter en radio parce qu'on n'a pas le matériel et voilà. Certaines invaginations peuvent se désinviner simplement sous anesthésie générale. C'est quand même beaucoup plus rare. Je ne sais pas si vous en avez vu ou pas. On fait du Nuba aussi en intrarectal associé au Valium. Pardon? On fait du Nuba en intrarectal associé au Valium. Ah oui, du Nuba pour... Les deux, pour la douleur. Oui, parce que le Valium aussi, ça les shoot un petit peu. D'accord. Alors, l'appendicite aiguë, c'est bien parce qu'il y a une chirurgienne, c'est une inflammation bactérienne secondaire à une obstruction de l'appendice, que ce soit du mucus, un stercolite, un corps étranger, elle peut être d'origine hématogène. La fréquence, elle est variable, elle est autour de 4 pour 1000 enfants. Elle est rare avant 3 ans, avec un pic de 7 à 11 ans. Alors, rare avant 3 ans, mais ici à Robert Debré, on en a vu au moins 3 ou 4 depuis 10 ans. Donc, le plus petit que j'ai vu moi, il avait 8 mois. Donc, c'est pas aussi rare que ça. Et l'examen clinique est très difficile et le diagnostic est beaucoup plus difficile à faire. Alors, cliniquement, c'est la douleur de la fosse iliaque droite avec des nausées, des vomissements et avec un fébricule autour de 38, 38,5, ça dépend. La défense au point de McBurney et pas toujours une hyperleucocytose. Alors souvent elle est atypique, comme je vous ai dit. Il peut venir avec un tableau de gastro-entérite, notamment chez le nourrisson, ou des douleurs lombaires quand l'appendice n'est pas en place et qu'il est rétrocécal. On peut avoir des douleurs d'hypogondre droit quand l'appendice n'est pas en place et qu'il est en sous-hépatique. Et il faut savoir qu'il existe des formes résolutives avec des récidives dans environ 40% des cas. Alors, l'imagerie, quelles sont les explorations à réaliser? Alors, pour la plupart des chirurgiens, le diagnostic se fait sur un examen clinique plus ou moins biologique. D'accord? L'imagerie, alors, elle est rarement faite, mais elle est faite quand la clinique est atypique, chez les nourrissons éventuellement, et chez les patients qui sont obèses, qui sont difficilement examinables cliniquement et même échographiquement. Alors, l'ASP, est-ce qu'il faut le faire ou pas? D'après les dernières publications du Bordeaux. Non. Voilà. C'est pour ça, ASP non contributif, le plus souvent normal. Alors, s'il est fait, comme s'il est demandé, on peut retrouver un plénopéritoine, c'est un signe de complication. On peut retrouver un syndrome occlusif. Alors, s'il a un plénopéritoine, qu'il a un syndrome occlusif, c'est que cliniquement, il est quand même assez caractérisé et caricatural. C'est qu'il y a des signes d'appendicite, on n'a pas besoin de faire une imagerie. D'accord? On peut retrouver un stercolite. Est-ce qu'un stercolite veut dire appendicite? Non, on peut retrouver un stercolite. Alors, il peut être très gros, je ne vous l'ai pas mis, mais il peut être très petit comme ici, au niveau de la fosse iliaque droite. Il peut se projeter au niveau de la iliaque, on peut se projeter au niveau du sacrum, et on peut ne pas le voir. Donc, l'ASP est très peu contributif. Et l'autre examen à réaliser, c'est une échographie. Toujours l'échographie, on ne regarde pas que l'appendice, on regarde tout l'abdomen. Un appendice normal est très difficile à voir. Pourquoi? Parce qu'il est très petit, il est enfui dans l'abdomen, il y a beaucoup de gaz à cet endroit. Et un appendice normal est une structure digestive tubulée et qui est surtout borgne. Parce qu'on peut prendre une dernière encéléale pour un appendice. Son diamètre doit être inférieur ou égal à 6 mm, il doit être compressible, non douloureux au passage de la sonde, sauf si vous appuyez comme une brute, et il n'y a pas de péristaltisme.
Donc là, un appendice, un très bel appendice normal. Alors, vous voyez le psoas ici, vous voyez les vaisseaux iliaques comme ils sont bien visualisés, vous voyez les muscles abdominaux, ce sont les grands droits ici. Donc l'appendice qui est vu en coupe axiale, là il n'est pas mesuré mais il fait 6 mm. Là, l'appendice qui est vu mais allongé, donc en coupe longitudinale, il faut être sûr qu'on le voit jusqu'au bout et qu'il est borgne. Et on arrive à voir les différentes couches musculaires. Au milieu, la lumière. Ce qui est hypoécogène, c'est la muqueuse. Ce qui est hyperécogène, c'est la sous-muqueuse. Hypo, c'est la musculeuse. Et ce qui est autour, c'est la séreuse qu'on ne voit pas parce que se confond avec la graisse mésentérique qui est fine en fait. En longitudinal, c'est pareil. Au milieu, l'accollement des deux muqueuses, donc la lumière, avec quelquefois des images un petit peu plus hyperécogènes. C'est de l'air en fait de la lumière. On peut avoir de l'air dans l'appendice. Toujours la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et le mésentère avec la graisse du mésentère. Mais un appendice normal est difficile à voir. On parlera d'appendicite quand son diamètre... Alors, avant de parler de biométrie, il y a la morphologie toujours. En radiologie, la morphologie est beaucoup plus importante que la biométrie. À l'œil, un pylore est pathologique. On arrive à voir un pylore pathologique, un appendice aussi. Mais on peut s'aider de critères biométriques. Alors, l'appendicite aiguë sera donc un appendice supérieur à 6 mm. Il sera non compressible, douloureux au passage de la sonde. L'écostructure de cet appendice sera modifiée et la graisse autour de cet appendice également sera modifiée et on peut avoir on a une hypervascularisation. Le Doppler n'est pas nécessaire quand on a tous les signes morphologiques et biométriques, bien entendu, mais on peut le faire également. Donc ici, comparativement à ce que vous avez vu juste avant, un appendice normal, un appendice pathologique, il a un diamètre qui est supérieur à 13 mm. Sa paroi reste bien différenciée par endroits, elle commence à se dédifférencier ici, et ce qu'on voit au milieu, en fait, c'est déjà du liquide. Il y a une accumulation de liquide qui correspond au pus intraluminal, en fait. Là, on coupe axiale, là, on coupe longitudinale, et autour de cet appendice, vous voyez que la graisse est beaucoup plus épaisse et hypertrophiée autour de cet appendice. Alors, on peut s'aider quelquefois, quand on n'est pas sûr, du Doppler couleur, qui va montrer ici un appendice qui est augmenté de taille et pathologique. On voit une hypervascularisation de la couche périphérique et on voit une hypervascularisation de la graisse en périphérie. Alors, l'échographie, quelle est sa sensibilité et sa spécificité? Alors, sa sensibilité est variable en fonction des auteurs et c'est un examen qui est opérateur dépendant. Elle est de 80 à 94% dans les meilleurs des cas. Par contre, sa spécificité est beaucoup plus élevée. Alors, le fait de voir un appendice qui est normal ou pathologique permet de dire que, surtout de dire que l'appendice est pathologique, la spécificité est très élevée. Elle est de 90 à 97% des cas. Alors, dans certains cas, on peut voir, si l'abdomen sans préparation n'a pas été fait, on peut voir carrément le stercolite lui-même qui correspond à cette image hyperécogène et à condom postérieur, comme toutes les images de lithiase qu'on voit dans l'abdomen. Et dans certains cas, des signes de complications. Mais normalement, ces enfants n'arrivent pas en radiologie parce que cliniquement, ils ont un tableau qui est plus évident. On peut voir un abcès, soit dans le Douglas, soit dans la fosse iliaque droite. Alors pourquoi les radiologues refusent de faire des échographies, ne font pas les échographies de façon systématique dans les suspicions d'appendicite? D'abord, le diagnostic est clinique quand on a un chirurgien qui est habitué aux enfants et un examen normal peut rassurer faussement le clinicien ou le chirurgien. Pourquoi? Parce qu'il existe des faux négatifs. L'appendice, il y a des variantes. L'appendice peut être pelvien, on peut avoir des difficultés à le visualiser. Il peut être mésocéliaque et on arrive difficilement à le visualiser également. Et peut être sous-hépatique, il peut être rétrocécal. Il faut savoir que nous, on le recherche un petit peu partout. On ne le recherche pas simplement dans la fosse iliaque droite. Et je ne vous dis pas quand il y a une malrotation et quand l'appendice dans la fosse iliaque gauche, c'est encore plus difficile. Alors, il faut se méfier parce qu'il peut exister des appendicites débutantes distales. Alors, si je vous fais l'échographie et que je m'arrête là, je vous dis, je vois très bien l'appendice, il est beau, il a un calibre normal et il n'y a pas d'épanchement. Et si j'arrive pas à voir le bout de l'appendice qui est distendu ici, qui est augmenté de calibre avec du liquide intérieur, à l'intérieur, je peux vous rassurer. Et toujours, l'échographie est un examen opérateur dépendant.
Il existe également des faux positifs, un petit peu plus rarement. L'hyperplasie lymphoïde, quelquefois on va faire une échographie, on va retrouver un appendice qui est un petit peu augmenté de taille, une petite lame de liquide péritonéal, quelques petites structures ganglionnaires et même une dernière anse iléale qui est un petit peu épaissie. Donc, est-ce qu'on peut parler d'appendicite, oui ou non? Qu'est-ce qu'on doit faire? Enfin, du moins par un radiologue. Hein. D'abord, on va utiliser la sémiologie qu'on a décrit tout à l'heure dans l'appendicite. Vous voyez que cet appendice est un peu augmenté de taille. Son écostructure, là, la muqueuse est peut-être un petit peu trop épaisse. Alors, il y a un autre signe qui n'existe pas, c'est que la graisse mésentérique autour n'est pas hypertrophiée. Et c'est là qu'intervient l'échographie Doppler. Vous allez mettre du Doppler, vous verrez qu'il n'y a pas d'hypervascularisation dans ces cas-là. Et cliniquement, de toute façon, le chirurgien va le réexaminer après. Et peut-être qu'il lui fera un examen biologique qui pourra éliminer le diagnostic d'appendicite. Il existe des appendicites résolutives aussi. C'est pour ça que je disais que l'imagerie ne suffit pas pour faire le diagnostic d'appendicite. Échographiquement, j'ai tous les signes d'appendicite, morphologiquement, biologiquement, même avec Doppler. Si cliniquement, biologique, le chirurgien est rassuré, il va surveiller cet enfant, il ne va pas lui sauter dessus. D'accord? Parce qu'il existe des appendicites résolutives. Un autre diagnostic, je pense que vous en parlez un petit peu, de différentiel, c'est la maladie inflammatoire, c'est le Crohn. Les enfants peuvent venir pour suspicion d'appendicite pour un Crohn inaugural. Et dans ce cas-là, l'atteinte appendiculaire ne va pas être isolée. Souvent, on va avoir une atteinte soit du cécum, soit de la dernière anse iléale, soit carrément de tout le côlon. Je ne sais pas si je vous l'ai montré un petit peu plus tard. Alors, le scanner a-t-il une place dans le diagnostic des appendicites? Et pourquoi? Il y a la réponse, mais... Pour dépister les plastrons qui ont maintenant un traitement médical, Pardon? Pour dépister les plastrons appendiculaires dont le traitement médical doit maintenant être en première intention. Et puis un traitement chirurgical. Bon. Alors nous, le scanner, on ne fait pas de scan dans la suspicion d'appendicite. D'accord? On n'en fait pas. Pourquoi? D'abord, c'est un examen irradiant. On est radiologue, on doit faire attention. Les rayons, ça ne se voit pas, ça n'a pas d'odeur, et ça ne s'en va pas quand on part en vacances. Les doses qu'on reçoit sont cumulatives. J'aime bien faire passer ce message parce que les cliniciens ne le savent pas toujours. Les doses sont cumulatives, tout ce qu'on reçoit, on le garde. D'accord? Premièrement, pour l'irradiation. Deuxièmement, les enfants n'ont pas beaucoup de graisse abdominale, donc il est difficile de voir un appendice au scanner. D'ailleurs, ce premier scan que vous voyez ici est un scan d'adulte. On voit un appendice qui est pathologique, qui est augmenté de taille, et c'est pratiquement la même sémiologie qu'en échographie. Ici, un scan d'un enfant qui était venu aussi pour des douleurs abdominales, qui avait eu un scanner, mais pas Robert Debré, il est venu avec, et donc on voit qu'il avait un stercolite appendiculaire. Mais qui dit stercolite ne veut pas dire appendicite, bien entendu. Alors, le purpura rhumatoïde, c'est une vascularite avec une atteinte cutanée, rénale, articulaire et digestive, et le pronostic est dominé par l'atteinte rénale. Un pic de fréquence de 4 à 7 ans. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que l'atteinte digestive peut précéder les signes cutanés. C'est des enfants qui viennent pour des douleurs abdominales plus ou moins associées à des vomissements et quelquefois une hémorragie digestive. Ces enfants viennent donc en radiologie parce qu'ils ont mal au ventre, ils sont suspects d'invagination le plus souvent. Ils n'ont pas de signes cutanés. On va faire une échographie, on va retrouver comme ici ces images-là. Est-ce que ce sont des images d'invagination? Ça ressemble à une cocarde. Voilà, il n'y a qu'une seule couche déjà. Donc ça ressemble à une cocarde, mais il n'y a qu'une seule couche. Là, il y a de l'air dans la lumière intestinale avec une petite réverbération en arrière. Il y a un épaississement de la paroi circonférentielle. Si on met du Doppler, on voit qu'il y a une hypervascularisation. Et ça correspond en fait à un œdème et ou un hématome de la paroi dans le cadre d'un purpura rhumatoïde. Alors, qu'est-ce que ça aurait pu être aussi comme autre diagnostic? Pourquoi pas un Crohn? Mais alors pour un Crohn inaugural complètement dédifférencié comme ça, c'est quand même rare. Voilà, et puis il y a d'autres signes. Pardon? Elles sont rarement comme ça. Ce qui est tumoral, le lymphome.
savoir y penser chez les enfants, mais généralement, bon, on aura d'autres signes, il y aura des adénopathies, et il y a exceptionnellement une hypervascularisation de cet épaississement en Doppler. D'accord? Donc épaississement circonférentiel, une seule couche, hypervascularisation, c'est un purpura rhumatoïde. Donc les autres diagnostics différentiels qu'il faut évoquer dans ces pathologies abdominales, donc c'est la pathologie inflammatoire comme je vous ai dit. Ici, une coupe axiale dans la fosse iliaque droite, le psoas, les vaisseaux iliaques. Vous voyez une structure digestive à parois épaissies avec une lumière intestinale pleine de liquide. La paroi reste différenciée mais de façon très atypique par rapport au cliché qu'on a vu tout à l'heure. Et en mettant du Doppler, vous voyez l'hypervascularisation de cette paroi. Un autre signe, c'est la graisse mésentérique qui est hypertrophiée autour. On voit ici également l'hypervascularisation. Et ça, c'est une structure digestive. Alors, c'est pas un appendice. On n'a jamais eu un appendice aussi gros que ça. Pour arriver à cette taille-là, l'appendice a dû se perforer entre-temps. D'accord? Vous voyez très bien que c'est une dernière ancillaire parce qu'elle n'est pas borgne et qu'elle va se raccorder au sécom surtout. Les autres diagnostics différentiels d'un patient qui vient parce qu'il a mal au ventre, vous allez voir une structure liquidienne le plus souvent dans la fosse iliaque droite ou l'hypocondre droit ou le flanc droit. C'est une structure avec une paroi de type digestive, quelquefois un péristaltisme. Le diagnostic, il faut penser aux duplications digestives. À droite, c'est la duplication iléale. Elle peut être le point de départ soit d'un volvulus, soit d'une invagination. Alors actuellement, de plus en plus, ces duplications sont vues en anténatal. D'accord? Et quand les enfants viennent en fait pour des contrôles de cette duplication, ils seront opérés mais à distance par le chirurgien de façon préventive afin d'éviter soit l'invagination, soit le volvulus. Les autres diagnostics différentiels, toujours dans le digestif, c'est la cholécystite aiguë. Donc c'est pour ça qu'on fait une échographie abdominale complète avec la paroi, ça je pense que vous l'avez vu, l'écho-adulte, les parois épaissies, le contenu soit lithiasique, soit du sludge comme ici. Notamment, on a un recrutement assez important de drépanocytose, donc ils ont souvent une pathologie lithiasique biliaire. Ça peut être assez marrant parce que le fait de l'avoir mis en PDF, les textes ont disparu. Ah non, c'est pas en PDF. Bah là, c'est bizarre. Là, non, je le vois là. C'est l'écran. C'est l'écran. Il est où le projecteur? Non, mais il y a un truc au projecteur. Pas de problème. Bon. C'est pas grave. Donc là, c'est une coupe sur le pédicule hépatique. Vous voyez ici le cholédoque qui est dilaté avec une image de lithiase qui est visualisée dans sa portion distale. L'autre diagnostic différentiel, notamment chez la petite fille qui vient parce qu'elle a mal au niveau de la fosse iliaque droite, c'est soit la torsion de l'annexe, soit le kyste de l'ovaire, soit carrément un kyste hémorragique. C'est quand même beaucoup plus rare. En conclusion, alors là, c'est un enfant qui est venu parce qu'il avait mal au ventre, qu'il avait de la fièvre et qui avait vomi. Que pensez-vous de l'abdomen sans préparation? Ceux qui le connaissent ne parlent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait? On fait une écho, on fait un scan, on renvoie l'enfant Voilà. Donc, alors, on peut regarder que l'abdomen. Alors, quand on a une radio, il faut tout regarder. Le contenu, regardez l'os, regardez les bases pulmonaires, regardez les côtes, regardez les vertèbres, c'est peut-être n'importe quoi. Donc, s'il faut regarder, parce qu'on peut dire qu'il est descendu, qu'il a un niveau hydroaérique ici, qu'il a un niveau hydroaérique dans la fosse iliaque droite, mais en fait, il a une pneumopathie de base. Alors, prééminence de la clinique dans les urgences digestives, on ne radiographie pas les symptômes. La radiostandard et l'échographie règlent 90% des urgences pédiatriques digestives notamment, et pensez aux douleurs projetées et faire une radiographie du thorax. Des questions? Oui. On peut arrêter. Oui, je veux savoir, finalement l'ASP est toujours indispensable, parce que même dans les cas où on dit que ce n'est pas nécessaire, ça veut dire qu'on est sur du diagnostic, mais comme au départ, parmi tout ce qu'on a vu... La suspicion d'appendicite, on a des signes quand même évocateurs. Chose, c'est le tout petit. Le nourrisson, c'est un cas particulier. Un enfant qui a 7, 8 ans, 10 ans, qui vient, qui a mal au ventre, dans la fosse iliaque droite, l'ASP, c'est pas la peine. Il y a un examen clinique, un examen biologique, et éventuellement échographie. S'il est obèse et que le chirurgien ne peut pas l'examiner, on fera un scanner.
Ce que je veux dire, c'est qu'il est difficile de faire un examen échographique de l'enfant en dehors d'un service de radiologie, puisque si on n'a pas fait d'ASP avant, on aura toujours une idée. Si c'est une urgence digestive, Oui. il ira à l'hôpital de toute Absolument. façon. Hein, il ne sera pas vu en ville. Je pense qu'un médecin en ville ne se permettra pas de prendre en charge un enfant avec une grosse urgence. Un petit qui vomit vert, il ne va pas le garder. D'accord? Voilà. Vous avez des questions? Alors, je ne sais pas si on a le temps. Oui.